Mais il fallait faire le travail d'abord. Parce que pour accompagner les entrepreneurs à haut impact, moi-même, je dois être une personne à haut impact. Et c'est là où le job commence. Et donc, je commence d'abord par me former comme coach à Coaching Academy à Londres. Et cela ne suffit pas. Je continue à me former. Je continue à me former auprès des coachs, Bob Proctor aux États-Unis et tous les grands coachs ici en Angleterre. Je continue à me former et je me rends compte que la cerise sur le gâteau, c'est de connaître et d'avoir un rapport avec moi-même. Lorsque je me regarde au miroir, quel est le rapport que j'ai avec moi-même? Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Ningtidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Ningtidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Bonjour Adeline et bonjour à tous les auditeurs, tous qui nous entendent. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que c'est notre premier épisode du podcast Expand Your Business. Alors, comment tu te trouves aujourd'hui, Adeline? Comment tu te sens? Oh, bonjour Eric. Je me sens super bien. C'est super cool, en fait, ce premier épisode de podcast, en fait. Je suis vraiment très, très enthousiaste, franchement, de partager tout ce qu'on a partagé, toutes les petites pépites, en fait, sérieusement. Et toi? Je me sens super bien. Et pour cette premier épisode, nous allons juste nous présenter et dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, en fait, qui nous sommes, nous présenter pour qu'ils puissent savoir à qui ils ont affaire. Je sais qu'en 30 minutes, nous n'allons pas tout dire, mais nous allons donner la quintessence, l'essentiel pour que nous puissions nous connecter à ces personnes qui sont nombreux, que je suis certain qu'ils sont nombreux, qui vont aimer nous entendre et nous suivre au quotidien. Donc, est-ce que tu aimerais commencer, Adeline, ou tu me laisses m'introduire? Qu'est-ce que tu penses? Je te laisse t'introduire, je passerai après. D'accord, super. C'est gentil. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'Expand Your Business. Et donc, les épisodes qui vont suivre seront à la suite de cet épisode. Chaque semaine, vous aurez un épisode qui va vous permettre, en fait, d'apprendre une astuce, une capsule qui va vous aider à implémenter quelque chose dans votre business. Je vais commencer par une citation. C'est une citation que j'aime tellement. Une citation que j'ai appris à le connaître, à l'écouter. Mark Twain disait, les 2 jours les plus importants de notre vie sont le jour de notre naissance et le jour où nous découvrons pourquoi. Lorsque j'ai écouté cette citation, ça m'a ébloui mon esprit. Et j'ai compris, en fait, que j'avais déjà passé le premier jour, le jour de mon naissance. Et je me demandais quel est le deuxième jour le plus important de ma vie. Parce que Mark Twain dit qu'il y a 2 jours plus importants dans notre vie. Le premier jour, le jour que nous naissons, et le deuxième jour, c'est le jour où nous découvrons pourquoi nous sommes nés. Et cette question m'a trotté mon esprit pendant toute mon existence. Toute mon existence. Alors, Adeline,
est-ce que tu peux déjà me parler? Quel est le jour le plus important pour toi? Quel est le deuxième jour le plus important après le jour de ta naissance? Honnêtement, Eric, je ne sais pas si je connais ce deuxième jour. J'ai l'impression que ce deuxième jour, c'est tous les jours, en fait. Parce que souvent, on court, en fait, à travers un résultat. On se dit, ah ouais, c'est quand je fais le million d'euros. Ah oui, c'est quand je vais faire ça que je serai ça. Mais on se rend compte que c'est le chemin, en fait. On se rend compte que, ah oui, j'ai découvert ma mission. Ah, je sais ce que je dois faire. Ah, je sais ce qu'il faut implémenter dans le business. Ah, je sais ce que j'ai envie d'apporter. Mais tous les jours, en fait, c'est comme une spirale, ça grossit chaque jour. Donc, pour moi, je n'ai pas vraiment une révélation d'un jour clé, en fait, parce que j'ai des jours clés. C'est comme c'est tous les jours, en fait, qu'il y a une petite glimpse de luminosité, en fait, qui arrive dans pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi Legacy Creator? Pourquoi dans Legacy Creator, on aide les gens à expandre leur business à travers la technique, l'onologie, la transformation personnelle. Et je pense que c'était vraiment un parcours pour arriver là. Un parcours qui a commencé plus de 20 ans en arrière. Et je pense que, et je vois à l'époque, par exemple, où j'étais dans les systèmes d'information, en fait, dans les 440, je me disais qu'au départ, j'aimais bien, en fait. Je disais, ah ouais, j'ai trouvé ce que j'aime, c'est génial, c'est génial. Mais après, quand j'ai fait le tour, je n'aime plus dire, oh, je me sens envie, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie, en fait, de parcourir, en fait, mon GPS intérieur. Parce que moi, en fait, je viens d'un diplôme d'ingénieur en informatique. Et je me souviens, à l'époque, quand on allait à l'école, en fait, on disait simplement que l'informatique, c'est la filière, en fait, de l'avenir. Et quand on allait à l'école en disant, ah, on veut trouver un meilleur emploi, en fait, on veut être sûr d'avoir un emploi. C'est comme ça que j'étais embarquée dans l'informatique. Mais c'est vrai que depuis l'âge de 6 ans, en fait, j'étais vraiment très adapte, en fait, habile, en fait, avec la technologie. J'ai arrangé les montres de mon père, j'ai arrangé les radios, en fait, sans savoir pourquoi. Et mon père, il me dit, toi, tu seras ingénieur, en fait, parce que je vois que tu es très habile dans les choses techniques. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait, dans l'informatique, où j'ai travaillé 15 ans dans le système d'information dans les 440 à Paris, dans plusieurs grandes sociétés, que ce soit Orange, SFR, oui, dans beaucoup, au moins 3/4 des grandes sociétés du 440, en fait, où j'ai fait du consulting, en fait. Et donc, à la fin, en fait, c'était en 2013, en fait, de 2013, je me rends compte que 2013, 2014, en fait, je me rends compte franchement que j'ai plus envie. 2014, oui, je me rends compte que, oh, j'ai plus envie vraiment de faire ça. Et je ressens un désir profond, en fait, de me reconnecter à qui je suis. Parce que je me disais que, ah oui, peut-être parce que je suis en France et que la famille me manque certainement. Je me disais ça, en fait, que peut-être il faut que je me reconnecte à mes racines. Et donc là, c'est comme ça que je suis allée au Cameroun avec toi, Eric, parce que nous sommes collègues, mais nous sommes aussi partenaires dans la vie. Sûrement, effectivement. Sûrement, un sacré Dieu. Bref, c'est comme ça qu'on s'hasarde au Cameroun, en fait, où tout ce qu'on avait entrepris en France, en fait, on a tout vendu. On a tout vendu. En France, on dit que, oh, tu vois, en fait, quand tu as tellement marre d'un système, tu dis que non, franchement, j'étais ici, là, j'ai tellement marre, j'ai vraiment envie de faire autre chose. J'ai vraiment envie de... moi, j'avais envie d'exprimer qui je suis, en fait. J'avais envie, en fait, d'être beau. Ça veut dire que de développer une idée de A à Z. Je sentais tellement cette capacité en moi et qui bouillonnait. Et je sentais où j'étais dans une case, en fait. J'étais dans une case qu'on m'avait mis et qui ne m'appartenait pas. Et je voulais briser les limites. C'est comme ça qu'on arrive en Afrique, en fait, où je crée au moins 3 ou 4 entreprises. Eric aussi a créé ses entreprises, mais au bout d'un certain temps, je crois en 2000, après 4 ans après, on perd tout. Le comble est du comble, en fait. On perd tout et c'est comme ça qu'on se retrouve en Angleterre, en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve en Angleterre à tout recommencer. Et donc, j'ai demandé plusieurs fois à l'univers, pourquoi tu me fais ça, en fait? Pourquoi avec tout le travail que j'ai fait? Pourquoi avec tout ce que j'ai vraiment fait? J'ai vraiment été quelqu'un de droit, j'ai vraiment eu des études, j'ai vraiment suivi toujours le destin de mon corps. Pourquoi je me retrouve en train de tout recommencer à zéro? Et c'est là où j'ai compris quelque chose de vraiment très clair, en fait, que j'avais été dépossédée pour comprendre, pour
apprendre à me détacher du matériel pour reconstruire quelque chose d'autre, c'est avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Ça veut dire prendre conscience, en fait, de tout ce qui arrive et créer ça de manière autrement, en fait. Parce que la vérité, c'est que quand tu as eu l'habitude de bâtir et que ça se détruit et que tu rebâtis encore mieux, tu n'as plus peur de l'échec, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a que le ciel qui devient, en fait, l'endroit où tu peux te limiter. Et c'est comme ça qu'en Angleterre, en fait, j'ai appris l'anglais. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, en fait, et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité africaine, en fait. C'est pour ça que je suis guide spirituel aujourd'hui, parce que j'utilise vraiment toute la connaissance, en fait, qu'on a dans la spiritualité, qui est la connaissance avec soi. C'est pas une religion, mais la connaissance avec moi, simplement. Quel est mon GPS? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que voir ça de manière simple, en fait, c'est vraiment de manière très simple, mais souvent, c'est très compliqué parce que le plus gros problème de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'est que l'homme ne se connaît pas. Et la spiritualité est l'aspect, en fait, qui permet de connaître pour augmenter la performance, simplement. Dans quel sens? Ça veut dire connaître, en fait, dans ce mois-ci-là, qu'est-ce que je suis apte à produire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ma vie que je dois voir et que je dois acter dessus? Quelles sont les opportunités qui arrivent, en fait? Et donc, j'ai appris à comprendre que tout, en fait, le secret d'une vie heureuse, c'est de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et même dans la spiritualité africaine, même dans l'enseignement en Afrique, en fait, les grands sages disent toujours, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. On peut t'éveiller quelques notions, mais la connaissance est en nous. Nous avons déjà tout parce que nous sommes faits à l'origine de la source, en fait. Et donc, ayant fait tout ce parcours, en fait, je me suis rendu compte que, waouh, tout ce parcours, en fait, c'était pour connecter les deux formes noyaux, en fait. La connaissance de soi plus la technologie, parce qu'il faut comprendre quelque chose, en fait. Nous sommes en 2022, c'est bien ça, Eric? Oui, c'est bien ça, Adeline. Et si on comprend bien, moi, j'ai commencé à avoir Internet en 2005 avec la DSL en France. En France, on a commencé avec la DSL. Et donc, si on regarde bien, on va voir qu'en 2005, en 2000, ça fait 17 ans. Les enfants qui ont 17 ans aujourd'hui, ce sont des enfants qui n'ont jamais connu une vie sans Internet. Ça veut dire que quoi? Et quand on regarde les pronostics, en fait, 80% des produits de 2035, en fait, ne sont pas encore créés. Ça veut dire que le champ est vide, en fait. Ça veut dire que c'est le moment, en fait, d'intégrer tous ces facteurs de dématérialisation et de digitalisation dans nos us et coutumes de notre entreprise, en fait, pour créer, en fait, pour faire partie de cette révolution, simplement. Et donc, c'est ça mon parcours, en fait, qui m'a permis de connecter les deux dots. À part ça, en fait, je suis une maman de 4 enfants, une mère de 4 enfants, et j'aime beaucoup la lecture. Mais ma passion, en fait, c'est la lecture. Ma passion, c'est la méditation. Ma passion aussi, c'est la contemplation. Et ma passion, en fait, c'est enseigner. C'est parler, c'est faire les conférences. C'est faire les conférences vraiment sur le sujet de la connaissance intérieure. Parce que quand on parle d'argent, en fait, les gens pensent souvent que l'argent, c'est quelque chose, en fait, qui est dans notre compte bancaire. Oui, ça, c'est un niveau matériel. Mais l'argent a plusieurs niveaux, en fait. Ça, c'est l'un des domaines phares sur lesquels j'aime enseigner. Parce que beaucoup de personnes, en fait, par le fait de ne pas connaître ce que c'est que l'argent, c'est quoi réellement l'essence de l'argent, perdent beaucoup d'argent dans leur entreprise. Et quand on regarde même les structures parapubliques, même les structures public, on se rend compte qu'eux aussi ne savent pas. Ils se contentent à l'argent papier, en fait. Si les gens savaient que l'argent n'est pas forcément l'argent papier, ils ne détourneraient pas autant d'argent, en fait. Ils comprendraient qu'ils sont la source, en fait, de chaque chose. Et je crois que j'ai assez parlé. Je te laisse un peu aller aller en profondeur dans qui tu es, simplement. Merci. Oui, merci, Adeline. J'attendais ce moment impatiemment pour que tu me laisses le temps de me présenter aussi. J'aime très souvent t'écouter. C'est pour cela que j'ai laissé pour que tu puisses t'écouter, pour que tu puisses parler, autant pour moi. Donc, c'est vrai que nous avons presque un parcours similaire à des endroits différents, mais nous avons vraiment un parcours similaire, on dirait une seule personne en deux. Et effectivement, pour parler le deuxième jour le plus important dans ma vie, je commencerai par une question.
Qui suis-je venu accomplir sur cette terre? Voilà la question qui m'a le plus taraudé l'esprit depuis que je suis né. Je ne sais pas jusqu'à quelle époque je peux remonter dans l'histoire. Peut-être même quand j'étais bébé, j'avais déjà cette question que je me posais dans mon berceau de bébé. Qui suis-je? Qui suis-je? Que suis-je venu accomplir sur cette terre? Je ne sais pas si je peux remonter vraiment à quand j'ai commencé à me poser cette question, mais j'ai l'impression que c'est depuis que je suis né, en fait. Et à chaque fois de mes expériences, cette question m'est revenue. Donc, après avoir fini mon diplôme d'ingénieur en 2004 en Hollande, sorti d'une école polytechnique en Hollande, j'ai commencé à travailler à Paris et partout comme consultant en informatique. Et cette question me revenait toujours. C'était comme quelque chose qui me hantait, en fait. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette terre? À chaque fois que je voulais prendre plaisir dans ce que je faisais, cette question me revenait. Et je ne savais pas pourquoi cette question me revenait. C'était une question qui me hantait à chaque fois. Et donc, après avoir pris le temps de réfléchir à cette question, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Parce que, en tant que consultant, j'allais de mission en mission. Je réalisais mes missions. Et après, quand les missions finissaient, j'allais à une nouvelle mission. Et quand je n'avais pas de mission, j'étais au siège de l'entreprise pour me former, ou bien j'étais en voyage pour me former dans les formations un peu partout. Et c'est comme ça que ma vie se passait. Et en fait, ça ne répondait pas à la question « Que suis-je venu accomplir sur cette terre ?» Parce que j'avais l'impression que je tournais en rond. Et c'est le fait de tourner en rond qui a déclenché ce processus. Et donc, je peux te dire que le deuxième jour que j'ai réalisé de mon existence sur la terre, c'est le jour que j'ai compris cette question profonde. Que suis-je venu accomplir sur cette terre? Dans les années 2010, c'est là où l'appel s'est fait d'une manière pressante. Mais je n'ai pas agi tout de suite parce que j'étais dans l'inconnu, en fait. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas où commencer. J'avais peur de l'échec. J'étais dans une situation où je me voyais déjà réussir ma vie parce que consultant en informatique, où je gagnais très bien ma vie, où j'avais des missions assez passionnantes. J'étais chef de projet à gauche, à droite, où j'allais de gauche à droite, de mission en mission, je rencontrais des gens. Pour moi, c'était la réussite. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette question revenait à chaque fois. Et ça me rendait triste parce que je ne savais pas si je devais démissionner, qu'est-ce que je devais faire. Et c'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, je pense que c'est le bon moment de faire face à cette question qui me hante l'esprit. Et c'est en ce moment que j'ai démissionné. Et lorsque je démissionne, c'est en ce moment que nous décidons de tout plaquer à Paris et d'aller s'installer en Afrique. En fait, notre départ à l'Afrique a été un peu sur la pression. Quand je dis la pression, ça veut dire que nous sommes arrivés à un moment où on sentait que notre vie n'avait plus de sens. Ça veut dire qu'on tournait en rond. On faisait des choses qui nous passionnaient, mais on avait l'impression d'arriver à un bout du tunnel et il fallait recréer la vie. Le matériel, ça ne suffit pas. Nous sommes arrivés à un moment où avoir la possession des choses n'était plus important parce qu'on avait acheté une maison, on s'était offert tout ce qu'on pouvait s'offrir à notre niveau, on avait déjà l'argent dans notre compte bancaire, on avait fait des économies, on avait tout ce qu'il nous fallait. Mais ce n'était pas suffisant. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose au-dessus de tout cela. Et c'est là que je comprends que nous sommes entrés dans une ère, l'ère du 21e siècle. Et c'est Alvin Toer qui disait, le 21e siècle ne serait pas le siècle de ceux qui savent lire et écrire, mais ceux qui savent apprendre, désapprendre et réapprendre. Il ne s'agit pas d'avoir une position au 21e siècle. Il s'agit
d'être dans une perpétuelle quête de soi, d'apprendre les nouvelles choses, de les remettre en question et d'apprendre encore et encore. C'est ça, en fait, le prototype de l'entrepreneur au 21e siècle. Et lorsque nous sommes dans la position de salarié, nous nous contentons un peu de la position que nous sommes et nous ne voyons pas tout ce monde-là, tout ce beau monde-là. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Lorsque j'ai démissionné, c'est là où l'aventure a commencé. Donc, installé au Cameroun, nous avons créé ensemble la société Agri-Conseil, où nous donnons des conseils aux personnes qui voulaient créer leur entreprise, aussi dans l'industrie et tout ça. L'aventure était belle. Nous avons créé notre premier bureau au Cameroun, à Yaoundé, à Bastos, où nous recevons chaque jour des millions de personnes qui venaient et qui cognaient à notre porte et qui voulaient créer leur entreprise dans le domaine agroalimentaire, qui voulaient mettre en place leurs produits de transformation. Et nous avons été très passionnés d'accompagner ces millions d'entrepreneurs, à les aider, et d'autres qui venaient de la diaspora. Ça a été un moment vraiment de joie. Mais cette joie a été de courte durée parce qu'en 2017, tout s'arrête. En fait, est-ce que vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez l'impression que tout est parfait, mais il y a un grain de sable qui vient se caler à votre gorge? Vous avez l'impression que vous avez une vie parfaite, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Tout a commencé en 2015, lorsque je perds mon papa. J'ai commencé, cette question est encore revenue. Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette terre? Et donc, c'est une question qui me revient chaque fois que je suis dans une situation où je me pose la question, comment est-ce que je dois avancer dans ma vie? Et donc, lorsque je perds mon papa en 2015, cette question me revient encore. Eric, qu'est-ce que tu es venu accomplir sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Et donc, il m'a fallu encore 2 ans pour comprendre ce pourquoi je suis venu accomplir sur cette terre. Et j'ai compris qu'en fait, ma véritable passion, c'est d'aider les gens, les entrepreneurs à haut impact, à transformer leurs rêves en réalité. C'est en ce moment que j'ai vraiment retrouvé l'équilibre dans ma vie. Lorsque je me suis retrouvé en train de me mettre au service de ces entrepreneurs à haut impact, c'est comme si j'avais retrouvé la paix intérieure. Mais il fallait faire le travail d'abord, parce que pour accompagner les entrepreneurs à haut impact, moi-même, je dois être une personne à haut impact. Et c'est là où le job commence. Et donc, je commence d'abord par me former comme coach à Coaching Academy à Londres. Et cela ne suffit pas. Je continue à me former. Je continue à me former auprès des coachs, Bob Proctor aux États-Unis et tous les grands coachs ici en Angleterre. Je continue à me former et je me rends compte que la cerise sur le gâteau, c'est de connaître et d'avoir un rapport avec moi-même. Lorsque je me regarde au miroir, quel est le rapport que j'ai avec moi-même? Après avoir travaillé avec tous ces grands coachs et après avoir développé toutes ces techniques, la dernière question qui me revenait, c'est de soigner le rapport avec moi-même. Et je pense que c'est ce que les entrepreneurs à haut impact, en fait, rencontrent comme problème. Quelle est l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes dans la société? Parce que lorsqu'on va avoir de l'impact dans la société, nous devons être d'abord clairs avec l'image de nous-mêmes. Combien d'entrepreneurs sont fiers de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes lorsqu'ils se lèvent chaque jour et qu'ils se regardent dans la glace? Combien d'entrepreneurs sont fiers de l'image qu'ils ont? Parce que lorsque ton image de soi n'est pas claire, lorsque quand tu te regardes dans la glace et que tu n'apprécies pas qui tu es, lorsque la meilleure personne que tu as sur la terre n'est pas toi-même, le meilleur ami que tu as sur la terre n'est pas toi-même, alors tu ne peux pas avoir un impact. Donc, ce travail a été long. Ce travail a été long et aujourd'hui, je suis fier
d'avoir fait tout ce parcours, toute cette transformation intérieure, dans le but justement d'apporter la transformation à ces personnes, ces entrepreneurs à haut impact. Mon but, c'est d'aider ces gens, cette tribe, ces personnes. Donc, si vous faites partie de ces personnes, ces entrepreneurs à haut impact, si vous avez envie de transformer le monde et voir le monde autrement, vivre dans un monde meilleur, où il y a la justice, où il y a l'épanouissement, où les enfants de vos enfants vont se sentir épanouis, vous êtes au bon endroit. Alors, Adeline, je vais peut-être te permettre puisque dans ton parcours, tu as été ingénieur en informatique, ingénieur en système d'informatique et tout ça là, et tu t'es lancé aussi dans l'entrepreneuriat. J'aimerais un peu que tu me parles un peu comment est-ce que ces entrepreneurs à haut impact peuvent associer la technologie et l'entrepreneuriat. Oh, merci Eric pour cette super question, super. Déjà, en fait, je voulais aller sur deux aspects, on est d'accord. Je vais aller sur l'aspect technologie informatique, système d'information, et avant ça, je vais aller sur l'aspect croissance personnelle. Parce que beaucoup d'entreprises, en fait, après avoir coaché plusieurs entrepreneurs, beaucoup et travaillé dans plusieurs entreprises, en fait, je me suis rendu compte que les entreprises souvent ne font pas du chiffre ou bien leur croissance est basse à cause d'un seul facteur, la croissance personnelle. Et beaucoup de gens ne se sont pas encore rendus compte, en fait, parce que le premier impact dans une entreprise, c'est quoi? C'est la ressource humaine. Et les gens n'ont pas compris qu'on peut être une version A et être une version B, en fait, améliorer la version qu'on est. C'est de ça dont il est question, en fait. Et c'est la base de toute chose. Parce qu'on améliore la version qu'on est, on devient un meilleur papa, une meilleure maman, une meilleure amie, en fait, une meilleure collaboratrice, simplement. Améliorer qui on est, en fait, c'est travailler, en fait, sur notre façon d'être, de se sentir. Parce que très souvent, en entreprise, les gens atteignent un niveau de frustration élevé et qui ne se rendent pas compte parce que c'est de manière inconsciente, en fait. Et la façon de communiquer, ils communiquent leur frustration, en fait, à leur environnement et ça brouille, en fait, les ondes et l'énergie de l'entreprise. Et c'est ça, en fait, qui crée souvent le nuage, simplement. Ça, c'est la première chose. Parce que moi, je vois la croissance personnelle. Parce que quand on parle du système informatique, le système informatique, c'est au niveau déjà du système. On a déjà le système des personnes. Parce que l'énergie doit circuler. Nous sommes énergie. L'énergie doit circuler. Si j'ai une information, pour que ça passe dans l'entreprise, il faut que je lui parle, en fait. Mais si je ne suis pas en bon rapport avec lui, si j'ai peur de lui parler, ou bien si je lui parle mal, ou bien si, par exemple, lui, il est mon super hiérarchie et il me communique mal, il me communique ses frustrations, ou bien il me communique sa capacité à dire « je domine sur toi, je décide sur ton argent ». On est d'accord? Vous voyez que ça réduit, en fait, le potentiel de l'employé. Parce que le manager n'incarne pas le leader. Et incarner le leader, c'est d'être le leader de soi-même, le leader de sa propre vie, en fait. Parce que incarner le leader, ça veut dire déjà authentifier et accepter et assumer toutes les facettes de qui on est, y compris la personne tricheur et voleur qu'on a parfois été. Mais bien sûr, parce que du moment où on accepte ça, en fait, on pourra regarder notre collaborateur, en fait, plus sur l'aspect subalterne, mais sur l'aspect humain. Parce que la façon dont on regarde les gens, en fait, impacte sur la façon de délivrer, en fait, ce qu'ils ont à produire. J'ai fait une expérience, en fait, dans mon entreprise. L'expérience était la suivante. C'est que les gens, parce qu'ils sont de bonnes humeurs, leur productivité augmente multipliée. Donc, en travaillant déjà sur mes propres collaborateurs, la productivité a multiplié au moins par 5. Ça, j'avais commencé d'abord ça dans mon article. Waouh, on doit apporter ça dans les autres entreprises. Parce que maintenant, la personne qui n'avait pas confiance en lui commence à avoir plus confiance en lui quand il fait la tâche. Il rend un travail exceptionnel. Or, dans certains groupes, on va dire, ah oui, mais telle personne, lui, il connaît en fait, c'est lui qui doit tout faire. Et ça fait que quand le potentiel de chaque entreprise, de chaque personne dans l'entreprise n'est pas optimisé,
n'est pas travaillé. Il y a la loi de Pareto qui s'appelle la loi de 80%. Ça veut dire qu'il y a 20% qui font 80% du travail. Ça ne devrait pas être ça. Il y a des gens dans l'entreprise qui sont surchargés, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à voir leurs enfants. Mais nous sommes sur cette terre pour vivre, en fait, pas pour travailler. Juste à preuve du contraire. Moi, ça me rappelle quand je travaillais dans le monde informatique, je ne voyais pas mes enfants. Je partais à 7 heures, je les voyais à 19 h 20. Je dis, mais c'est quelle vie que je vais vivre jusqu'à la retraite? Ce n'est pas possible de voir que mes enfants, que le week-end, et qui les éduque. On est d'accord? OK. Est-ce que, Adeline, tu veux parler là de la technologie? Je sais que tu aimes, c'est une expression que tu aimes souvent utiliser, la technologie spirituelle. Est-ce qu'il s'agit déjà de parler de cette technologie spirituelle dans l'entreprise? Oui, et si là, c'est plus au niveau de la croissance personnelle. Ça veut dire que devenir mieux de ce qu'on est, en fait. On est d'accord. Ça veut dire que devenir la personne humble, la personne gentille, la personne qui a la compassion, en fait. On est d'accord. Parce que la première valeur dans une entreprise, c'est l'être humain. Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni les ressources, ce n'est ni les partenaires. Ce n'est pas ça. C'est l'être humain. Parce que l'être humain est fait elle a copié-collé de la source, en fait, de Dieu simplement. C'est la créature, en fait. Ça veut dire que s'il y a seulement une seule personne qui fonctionne à plein régime, ça veut dire que si c'est une entreprise de 6, une seule personne fonctionne à plein régime, le patron ne dort pas, en fait, parce qu'il doit toujours suivre le travail de tout le monde, il doit regarder dans les réunions, il ne voit pas sa famille et l'entreprise, il ne peut pas aller sur le long terme. C'est impossible. Alors qu'en travaillant sur le potentiel de chaque personne, ça permet en fait à chaque personne d'être au bord en fait de l'entreprise, comme si c'était le patron même qui était au bord. Ça, c'est le premier point. Et donc, quand le premier point, déjà, il est optimisé, maintenant, on passe à la partie système informatique. Simplement, parce qu'on va regarder, la première chose, ce sont les facteurs de performance. Quand j'ai, par exemple, une entreprise, en fait, la première chose que je vais regarder, c'est quels sont ces facteurs de performance. Et j'ai été vraiment vraiment surprise, en fait, de voir que 80% des entreprises africaines n'ont aucun indicateur de performance. Tu vas arriver dans l'entreprise, on te dit, oui, ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on fait, mais quels sont les points clés, en fait? Quels sont les KPI? Quels sont les KPI au niveau des ressources humaines, les KPI au niveau des finances, les KPI au niveau informatique, les KPI au niveau de la vente, les KPI au niveau du marketing? Il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, comment savoir si on avance ou on recule? Comment prendre les décisions? Parce que dans l'entreprise du futur, en fait, la première clé dans une entreprise sont les data. Quelles sont les informations qu'on a? Parce que le chef d'entreprise ne doit pas prendre les décisions, en fait, émotionnelles. Parce que nous avons tous l'émotion. Ce sont les datas qui doivent donner, en fait, en faisant des KPI qu'on a, voici où on va et voici la décision qu'on veut prendre. Et donc, pour changer cette donne, en fait, il est important pour chaque personne d'implémenter les systèmes d'information et de digitaliser les systèmes de communication dans l'entreprise et de mettre des KPI qui vont nous permettre et de savoir, voici le résultat qu'on a aujourd'hui. Voici ce qu'on peut prévoir l'année prochaine, en fait. Et ça permet aussi à chaque chef de projet, en fait, et de savoir, ou bien à chaque patron de savoir, voici ce qui est fait dans l'entreprise aujourd'hui, voici le chiffre d'affaires qu'on a fait. Est-ce que vous avez votre chiffre d'affaires en temps réel, en heure? À chaque fois que quelque chose entre dans la caisse, vous êtes capable de voir? Parfois, non. Parfois, non. Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui peuvent travailler une semaine? Moi, je me souviens, en fait, quand j'étais dans l'informatique, parfois, tu pouvais faire 3 jours, tu n'as pas de travail et la direction ne se rend pas compte, en fait, parce que le système à l'époque n'était pas mesurable, en fait. Parce que mesurer l'heure d'arrivée d'un collaborateur et son heure de départ, ça ne suffit pas. C'est même pas ça qui est important. C'est sa productivité. Qu'avez-vous mis en place pour mesurer la productivité de chaque personne et pour savoir que vous êtes en surcapacité ou bien en sous-capacité? Parce que quand on regarde aussi les charges salariales, quand on a fait une étude, en fait, en travaillant avec les sociétés d'État, en fait, au Cameroun, on se rend compte que plus de 60% du chiffre d'affaires part en fait, pour payer la masse salariale. Ça veut dire qu'on est en surproduction. Ça veut dire qu'on est en surproduction au niveau de la masse salariale. Ça veut dire que les salariés produisent peu. Parce que si un salarié, il arrive, il doit produire déjà pour son salaire et pour le bénéfice de l'entreprise.
S'il ne produit pas pour son salaire, pour le bénéfice de l'entreprise, ça veut dire qu'il n'a pas une capacité de production suffisante qui va soutenir le développement de l'entreprise. Ça veut dire que soit il faut optimiser son talent, soit il n'est pas à sa place. Tout à fait, Adeline. Ça, c'est un point vraiment. Je sais que si on peut passer toute la journée à parler de technologie et des technologies. En fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu noter, c'est que la technologie, en fait, nous permet justement d'avoir les données, en fait. Que ce soit les données à l'intérieur, que ce soit les données du client. Et ça permet aussi au chef d'entreprise de prendre la décision parce que, en fait, le chef d'entreprise, en fait, c'est comme un pilote d'avion, en fait. Et il a besoin de connaître la température, il a besoin de connaître est-ce que le temps est bien, est-ce qu'il y a la neige. Imaginons un peu qu'un pilote, en fait, qui ne sait pas qu'il a neigé et qui ne connaît pas, par exemple, la hauteur de la neige. Et donc, s'il atterrit en tenant compte que la piste d'atterrissage n'a pas de neige, alors il va faire crash. Donc, ici, il s'agit au chef d'entreprise d'avoir les données à tous les niveaux, les données financières, les données du marketing, les données, en fait, en termes de productivité, la productivité de chaque employé dans l'entreprise, qui va lui permettre de prendre la décision. Est-ce que nous avons assez de ressources pour pouvoir avancer? Si, par exemple, je vais entrer dans un nouveau marché, est-ce que j'ai les ressources qu'il me faut? Est-ce que j'ai les compétences qu'il me faut? Est-ce que, avec l'équipe que j'ai aujourd'hui, je vais pouvoir rentabiliser si j'entre dans un nouveau marché? Alors, quels sont mes compétiteurs sur le marché? Toutes ces informations-là peuvent être résolues à travers des systèmes d'information dont tu parles, en fait. Effectivement, à travers les systèmes d'information. Et les systèmes, ça ne sert pas seulement à digitaliser l'entreprise, mais aussi à faire la vitrine. Vous voyez, par exemple, un site Internet, combien de prises de rendez-vous sont automatisées dans l'entreprise, en fait? Parce que quand on regarde l'entreprise du futur, il y a aussi 80% des emplois qui vont partir. Ça, il faut se dire, en fait. Et l'être humain va se concentrer à sa créativité. Parce qu'il y a la robot. Parce qu'on parle de ces informations, c'est l'informatique. Quand on fait un programme informatique, en fait, c'est un robot qu'on met. Il y a un robot, en fait. Il y a les robots. Et vous regardez, il y a plein d'applications maintenant de juristes en ligne, plein d'applications d'avocats en ligne, on est d'accord? Plein d'applications, en fait, qui peuvent, même pour avoir une secrétaire, en fait, il y a des applications qui font déjà beaucoup de choses automatiquement. La secrétaire qui était là à prendre le téléphone et à prendre rendez-vous, il y a le mail, il y a tout un suivi. Tu prends le rendez-vous, tu as le créneau, tu prends le rendez-vous et c'est automatique. Tu as le lien du rendez-vous et tu te pointes au rendez-vous. Il n'y a personne qui intervient. Et je me souviens, je travaillais sur une application, en fait, qui recrutait 20 personnes. Ça, c'était chez... Je ne vais pas parler parce qu'il faut garder la confidentialité de l'entreprise, surtout quand il faut garder la confidentialité. Mais ça prenait au moins 20 personnes. On a développé une application, il fallait seulement une seule personne pour la maintenance. Wow. Imaginez le rapport, en fait. L'Afrique ne voit pas encore ce pilier-là, mais ça arrive à grands pas, en fait. Parce que quel chef d'entreprise, en fait, veut toujours avoir plein de salariés? Non, parfois on dit que le robot aime bien parce que le robot ne tombe pas malade, il n'est pas en congé de maladie, il n'a pas les humeurs. On est d'accord? On veut plutôt les salariés qui vont créer, en fait, qui vont être beaucoup plus créatifs. Et un salarié ou bien un collaborateur plus créatif, c'est un collaborateur qui sait qui il est, qui a des bases de savoir, voici qui je suis, en fait, et voici ce que je peux apporter, qui sait apporter, créer du monde non physique au monde physique. C'est ça, c'est vers là qu'on va dans l'entreprise. En fait, si je comprends bien, Adeline, tu n'es pas contre les entreprises qui recrutent, en fait. Tu es plutôt pour les entreprises qui recrutent des personnes à leur poste et qui puissent être capables de créer, en fait, de développer leur créativité et de laisser tout le reste à un système d'information qui va gérer toutes les données de l'entreprise et qui va permettre à ce que l'entreprise puisse avoir les KPI, qui puissent permettre à savoir quelles sont les données, quels sont, par exemple, les facteurs de progrès, les facteurs qui vont permettre à ce que la performance de l'entreprise puisse se voir. OK? Et effectivement, quand tu me parlais d'application, et ça me rappelait un projet que j'ai fait aussi, où, en fait, on a pu développer une application qui réduisait complètement et qui ramenait toutes les informations dans une seule plateforme. Et donc, cette application a permis à ce que
le chef d'entreprise puisse prendre la décision rapidement. Et pour terminer ce podcast qui est franchement magnifique, je voulais juste qu'on résume un petit point sur l'aspect spirituel. Comment est-ce que, puisqu'on a déjà un peu abordé, juste une phrase, je voulais que pour terminer ce podcast, que tu me parles un peu, comment est-ce que la spiritualité peut vraiment aider le chef d'entreprise ou une entreprise aujourd'hui au 21e siècle? Ici, moi, de plus en plus, j'ai étudié les sciences métaphysiques et non physiques, j'ai compris qu'il n'y a pas de spiritualité, il y en a une seule. Et spiritualité, c'est un gros mot. C'est la connexion avec moi-même. C'est tout. C'est la croissance personnelle. C'est une conséquence logique, en fait. Parfois, les gens vont vraiment mettre des thèmes très compliqués, mais c'est la connexion avec moi-même, en fait, avec le Dieu qui est en moi, avec le maître que je suis, en fait, et comment amener ce maître à la surface. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes des êtres humains et nous avons ce qu'on appelle la conscience, avec notre conscient et notre subconscient. Notre conscient, c'est ce qu'on veut, mais notre subconscient, en fait, c'est ce qui crée les résultats, OK? Et parfois, on se comporte mal, pas parce qu'on veut, mais parce que notre subconscient est programmé à se comporter comme ça. Et donc, l'aspect, en fait, croissance personnelle ou bien spirituelle, qu'on peut dire, peu importe comment on l'appelle, parce que moi, je vois que c'est le même résultat, c'est de travailler sur la partie subconsciente de la personne, en fait, pour créer des résultats meilleurs, simplement. Le résultat meilleur, c'est quoi? C'est avoir une meilleure personne. Quand on a un meilleur vendeur, en fait, quand il appelle, il est plus séduisant pour la vente, il a plus confiance, il clôt les ventes et l'argent arrive plus. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que toutes les entreprises veulent. Les entreprises veulent que l'argent arrive facilement et que le chef d'entreprise puisse s'épanouir et qu'il puisse développer son entreprise. Et donc, ce podcast-ci, c'est le premier podcast. Donc, restez scotchés. Nous allons développer beaucoup de thèmes, beaucoup de choses dans ce podcast que nous allons revenir dans les autres épisodes pour vous parler, aller en profondeur. C'était le premier podcast. Donc, restez scotchés. Nous allons vous donner un podcast chaque semaine où nous allons parler d'un point, quelque chose qui va vous aider à créer votre entreprise du 21e siècle. Et donc, je vous souhaite bonne fin de semaine. Adeline, je pense que tu as un dernier mot. Merci. Wow, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.